有时候梦想会变成噩梦。推荐顾客时，要蜂鸟的送，递餐给顾客时，请核对您的产品，离开顾客时，祝你生活愉快，来一切好到您。Micro-travail, gig economy, économie de plateforme, travail participatif, externalisé, fantôme, appelez ça comme vous voulez. C'est une révolution qui va transformer les sociétés. Des fois, je tombe sur un sondage payé 30 ou 40 $. Alors là, j'arrête immédiatement tout ce que je fais et j'essaie de décrocher le job par tous les moyens. On a choisi ce métier parce que ça nous plaît. Faire du sport, ça nous plaît. Il y en a beaucoup qui sont très sportifs, donc ils ont besoin de se dépenser, comme moi. On est vraiment passionnés, on aime notre travail. Take a slight right turn. Il y en a plein qui commencent à mi-temps. Et quand ça se passe bien, ils se disent « Pourquoi ne pas faire ça à plein temps? C'est beaucoup mieux que mon boulot actuel. Je n'ai pas de chef au-dessus de moi, c'est flexible, je gagne beaucoup d'argent rapidement, je peux passer du temps avec mes enfants et économiser pour les vacances. » La promesse, c'est de donner du travail à tout le monde. Un travail où chacun peut choisir ses horaires, si possible payé convenablement. Où on peut moduler sa contribution en fonction de sa disponibilité durant la journée ou la semaine. Et sans être enfermé entre les quatre murs d'un bureau. Un travail évalué en fonction du résultat, des caractéristiques de la tâche à effectuer, pas en fonction des études qu'on a faites, de notre couleur de peau ou de notre genre. La valeur du travail ne devrait dépendre que de ce qu'on fait. Et ça, c'est la promesse de l'économie de plateforme et du travail en ligne. Je peux pas trouver un job normal à cause de mes dents en or. C'est des implants. C'est pas un appareil comme les gens mettent en général. Tout le monde a des trucs qui se clipsent. Mais moi non. Je suis tout le temps contacté par des sociétés qui voient mon CV sur LinkedIn. Ah, on adorerait vous embaucher. Mais en fait, ça marche pas comme ça. Ils m'ont pas vu. J'ai des dents en or, mon gars. Si tu me juges à cause de ça, c'est ton problème. Mais quand même, ça craint d'avoir 36 ans et aucun antécédent professionnel. Avec le travail en ligne, au moins, il n'y a pas de problème. Ça m'a sauvé la vie. Si c'est fait correctement, ces opportunités peuvent vraiment changer la vie. On a découvert TaskRabbit par Ikea. Comme on avait acheté une armoire très chère, on a préféré ne pas la monter nous-mêmes. Les petits trucs, on peut y arriver tout seul. Mais pour les gros, il vaut mieux faire appel à un expert pour éviter les catastrophes. Alors on a contacté Michel, et là, il est en train de la monter. J'avais postulé chez Uber et TaskRabbit en même temps, mais j'ai choisi le second. Parce que j'aime bien faire ça. Et puis, je peux améliorer mon anglais en parlant avec le client, par exemple. Mon père était charpentier, et j'ai appris plein de trucs à ses côtés.
C'est comme si le monde était devenu une petite communauté. C'est ce que je ressens. Nous, on fait souvent appel à Deliveroo. Je ne sais pas si c'est comparable à Uber Eats. En tout cas, ça nous a changé la vie. Ça fait totalement partie de notre quotidien. Pareil pour les Uber. On en prend tout le temps. Ça me plaît de pouvoir tout faire avec mon smartphone. Ça peut être formidable ou tourner à la catastrophe. J'espère que ça sera formidable. Are you sure you didn't need eggs? Okay. Are you gonna need the banana? No. Cheese? No. Do you need bubble? You need milk? No. How about some water? No. Good job, Ryan. I like you when you do this. Je suis arrivé en 2010 du Yémen. Tout est des paysans quand on débarque dans un pays nouveau. J'ai pensé au départ que ça serait provisoire, mais la guerre a éclaté et je suis resté ici pour de bon. Uber et Lyft ont démarré en 2012 et 2013, alors je me suis lancé. Je crois au progrès et à la technologie. Et au début, je n'ai pas été déçu. J'avais une copine qui conduisait un Uber et elle me disait qu'avec ce job, elle gagnait plus en une journée qu'avec son travail normal. Je me suis dit, c'est le moment ou jamais. Je vais quitter mon boulot. Le capitalisme de plateforme désigne l'émergence d'un nouveau modèle commercial qui est de plus en plus répandu. Les plateformes, ce sont des intermédiaires entre différents groupes. Par exemple, Uber et Amazon sont des plateformes. Elles font le lien entre tous ces groupes et leur permettent d'interagir de multiples manières et de gagner de l'argent. Une des spécificités des plateformes numériques, c'est que leur usage dépend des effets de réseau. C'est-à-dire que plus une plateforme est utilisée, plus elle devient intéressante pour les autres. Et au bout du compte, un seul acteur finit par rafler toute la mise. Ça a été le cas pour Facebook, Google, Amazon, et c'est le cas actuellement pour Uber. Il y a plusieurs façons de mettre en place ces effets de réseau. Par exemple, la méthode d'Uber, c'est le subventionnement. Quand ils s'implantent dans une ville, ils offrent des ristournes aux utilisateurs et une très bonne rémunération aux chauffeurs. Résultat, les chauffeurs et les clients affluent sur la plateforme, ce qui déclenche ce fameux effet de réseau. Puis, au bout d'un moment, Uber réduit les ristournes et les rémunérations et augmente les tarifs. Car une fois que cet effet de réseau est en place, l'entreprise a une position de quasi-monopole et peut dicter ses conditions au marché. Hi everyone, we are Tech Buzz China by Pandaily. A podcast focused on giving you a peek into what's buzzing within the tech community in China. La livraison de repas est un bon exemple de la puissance de ces réseaux qui drainent peu à peu l'argent de tous les utilisateurs, surtout pour les plateformes qui sont en position numéro 1 ou 2.
Ces plateformes sont devenues très agressives. À la une des journaux, on a pu lire des titres comme « C'est de la livraison de repas » ou « C'est la mafia ». Ici, nous sommes dans le quartier de Nanshan à Shenzhen. C'est le cœur de l'industrie de haute technologie. Par exemple, il y a Tencent là-bas. Excusez-moi. Ici, la plupart des gens commandent leur déjeuner sur une appli. C'est vrai que parfois, les gens ont envie de se retrouver entre collègues, alors ils vont manger au restaurant. Mais en général, les gens préfèrent commander en ligne. C'est plus pratique. L'argument qui revient souvent en faveur de l'économie de plateforme, c'est le confort que ça nous apporte. Mais ce qu'on sous-estime dans ce calcul, c'est l'impact pour ceux qui rendent notre vie plus confortable. Comment ça se traduit pour les travailleurs qui sont payés une misère et qui transportent nos repas depuis une cuisine fantôme jusqu'à notre porte? Ou par exemple pour le chauffeur Uber ou Lyft qui gagne sans doute très mal sa vie et qui ne bénéficie d'aucune des protections du droit du travail, sous prétexte qu'il est auto-entrepreneur et non pas employé à plein temps. Si je perds mon téléphone, je perds ma vie. Mais chaque biker, c'est la même chose. Le téléphone, c'est même plus important que l'appartement, là, à cette heure-ci. Le téléphone, si on n'a pas de téléphone, on n'a pas de travail. Je comprends toutes ces femmes qui restent à la maison. En travaillant, j'ai une prime d'activité qui est misérable. J'ai dû batailler pour avoir la CMU pour mes enfants. Alors que j'ai un gamin qui est asthmatique, une fille qui est épileptique partielle. Je ne peux pas me permettre de payer un médecin avec le salaire que je gagne. Donc j'ai dû batailler pour ça. C'est pas normal qu'on en arrive là. En espérant que je fasse pas 100 km pour rien, demain ça serait bien. J'aimerais bien quoi. Faire au minimum 10 € de l'heure, ça serait plutôt pas mal. Si j'en fais plus, tant mieux. Le chaud et les boissons. Bon appétit et bonne journée, à bientôt. C'est un sport d'être livreur, hein, putain. Le gouvernement, il sait rien de notre vie ici. D'ailleurs, la plupart des gens n'en ont aucune idée. Il y en a plein qui sont nés avec une cuillère d'argent dans la bouche. Ils savent pas ce que ça fait vraiment d'être en bas de l'échelle. Have you seen the roof leaking again? Tina said it's getting bad. And it's only coming through one spot. The roof ain't that old. I know. I damn sure can't afford 10 grand for a new one. I know that. I can't neither. J'ai pas mal bougé dans ma vie. Et puis je suis revenu à la case départ.
Le premier truc que je me suis acheté quand je suis reparti de zéro, c'était un ordi portable. C'est indispensable, ça. Je m'en foutais d'avoir un costume, mais il me fallait un portable. Parce que c'est ça qui me rapporte du fric. J'ai gagné plus de 30 000 $ en répondant à des sondages. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Siddharth et moi, on a créé ce terme de travail fantôme pour désigner certains types d'emplois qu'on a du mal à voir. Le chauffeur Uber et le livreur de repas, on peut les voir en chair et en os en passant par une appli. Eux, ils sont visibles. Ceux qu'on ne voit pas, ce sont tous ceux qui effectuent des tâches où l'individu disparaît derrière un algorithme. Le calcul de valeur est fait en effaçant leur contribution. Les plateformes font ainsi croire que ce travail a été fait comme par magie, par une intelligence artificielle ou par Internet. Je cherche des boulots où on me paye pour mes compétences. Je me fais plusieurs milliers de dollars rien qu'en décrivant des images. Ça fait appel à l'intelligence humaine. C'est un taf qui ne peut pas être fait par un ordinateur. C'est à nous d'être plus intelligents qu'un ordi. J'imagine que c'est un peu compliqué pour certaines personnes, mais c'est comme ça que ça marche. Tiens, en voilà un. Opinion sur le monde. Pour 70 centimes. J'ai réussi à le choper. Dieu est tolérant, tout à fait d'accord. Dieu est réceptif, ouais. Dieu pardonne, ouais. Dieu est en colère, non, il ne l'est pas assez. Dieu est attentionné, ouais. Dieu est autoritaire, non. Dieu nous juge, non. Dieu est amour, ouais. En fait, il nous demande de choisir entre religion et science. Mais je sais que la réponse, c'est la science. Ils pensent que je les vois pas venir. Mais... Maman, ça enregistre là. Il existe un ordre spirituel dans l'univers tel que le karma. Non, franchement, c'est super mal payé. Moi, j'ai appris les combines. Mais si vous les connaissez pas, ça vaut pas le coup. Et je trouve ça vache de la part d'Amazon. Au début des années 2000, la société Amazon a récupéré plein de bases de données de listes de livres auprès des bibliothèques et des maisons d'édition. Son objectif était de devenir le plus gros vendeur de livres au monde. Et en compilant ces données, elle a remarqué que c'était truffé de fautes. Il y avait toutes sortes d'erreurs. Par exemple, des couvertures qui ne correspondaient pas au titre de l'ouvrage. C'est le genre de choses qu'un ordinateur a du mal à identifier, mais qu'un humain remarque au premier coup d'œil. Alors, elle a créé une plateforme avec des gens chargés de repérer les fautes d'orthographe et les erreurs de titre et de les corriger. Puis elle s'est mise à proposer ce service à tous ceux qui étaient inscrits sur sa plateforme. C'est comme ça qu'est né le concept de Amazon Mechanical Turk. I have been an M-Turker for the past 10 years, so it's sort of a career. And my most memorable job in M-Turk is working for artificial intelligence.
and it's fun working for the robots. I end up usually going to some place like a fast food restaurant where I can just get something to eat, sit down for a couple hours and just, bang things out. On Mechanical Turk, you can see I'm actually in a Jack in the Box at the moment. Yeah, Jack in the Box, living it up. Unfortunately, I got fired because of downsizing. So I started Turking to make some cash. If you wake up and you're miserable and you're in mental agony, you don't have to go to work. You don't even have to get out of bed. Les bons jours comme aujourd'hui, je me fais 20 ou 30 $ de l'heure. Ce matin, j'ai déjà de quoi acheter les tickets de loterie à ma mère avant qu'elle se réveille. Maman, pourquoi tu fais ça? Tu gâches l'enregistrement! Je suis coincé, moi, ici. Je dois rester avec ma mère. Alors forcément, ça limite. Et pour tous les autres jobs en télétravail, ils vérifient les antécédents. Donc... Quand j'ai démarré chez Microsoft Research, je voulais comprendre comment fonctionnait l'intelligence artificielle, comment elle était élaborée. Alors j'ai posé des questions autour de moi, aux ingénieurs, aux informaticiens, et ils m'ont tous parlé de calcul assisté par l'humain. Parce qu'en fait, il existe plein de cas où l'intelligence artificielle ne peut pas prendre de décision toute seule. Or, l'une des aptitudes qui est clairement propre aux humains, c'est de pouvoir prendre une décision sans information préalable. Quand je leur demandais qui était recruté pour effectuer ces calculs, j'obtenais des réponses très évasives. Certains m'ont dit « j'en ai aucune idée », d'autres, un peu gênés, m'ont répondu « je ne sais pas et je ne veux pas le savoir ». Ils avaient peur d'avoir à reconnaître que les personnes qui font ces jobs le font dans des conditions qui les mettent mal à l'aise. Mais si nous avons recours à ces nouvelles formes de travail, si nous en profitons, il est important de savoir qui les exécute. La plupart du temps, je travaille pour des intelligences artificielles. C'est-à-dire que j'alimente des algorithmes d'intelligence artificielle. Ça, c'est pour des sites de rencontres. Ils veulent savoir comment les gens perçoivent cette image une fois qu'elle est mise en ligne sur leur site. Donc, ils me demandent si, en voyant cette photo, je dirais que cet homme est intelligent. Je pense pas, non. Qui mettrait ce genre de photos sur un site de rencontre? C'est pas très intelligent. Digne de confiance. Un peu. Séduisant? Vous en pensez quoi? Ça aurait été mieux sans la mousse. Il y a d'autres clichés plus réussis. C'est ça mon boulot. Je viens de gagner 10 centimes. L'intelligence augmentée, c'est l'humain et la machine. Et non pas l'humain contre la machine. Il y a beaucoup de jeunes Nigérians brillants qui sont très doués pour les tâches numériques. Alors, beaucoup vivent de ces boulots en ligne. C'est pour cette raison qu'il y a de nombreuses plateformes ici. Il y a plein de Nigérians intelligents, motivés, qui ont la niaque et qui se bougent.
On est toujours à la recherche de nouvelles opportunités. Quand on vit à Lagos, on passe beaucoup de temps dans les embouteillages. Pourquoi gâcher tout ce temps précieux? Une fois qu'il est perdu, on ne peut pas le récupérer. Du coup, j'ouvre l'appli M-Turk sur mon téléphone et je cherche dans la liste s'il n'y a pas un job pour moi. Quand je suis coincé en voiture, j'aime bien faire les transcriptions de vidéos ou d'enregistrements audio. Je mets mes écouteurs et je tape la transcription sur mon téléphone. J'aime bien voir les chiffres grimper. Ça met du beurre dans les épinards, donc pourquoi s'en priver? En dessous de 10 centimes, je prends pas. Ça vaut pas le coup. Vraiment pas. Et Là, c'est combien? 2,50 $. C'est beaucoup. Pour un Nigérian ou un Ghanéen sur un Turc. On atteint rarement ce genre de montant. Par contre, on touche rien en liquide. Je suis payé en bons d'achat Amazon qui sont téléchargés sur mon compte Amazon. J'achète un truc avec et après, je demande à ceux qui reviennent des États-Unis de me le rapporter. J'ai fini par m'y habituer. Mais si c'était ma seule source de revenus, ce serait hyper frustrant. De toute façon, on n'a aucun moyen de faire autrement. J'ai essayé, mais au bout d'un moment, j'ai lâché l'affaire. Ça ne me dérange plus d'être payé en bon d'achat. Pour moi, c'est pas vraiment de l'argent. C'est de l'argent Amazon. Les entreprises ont tout intérêt à ce qu'on ne sache pas qu'il y a des personnes derrière ces services. Et donc le modèle se reproduit en permanence. Autrement dit, on occulte sans cesse la contribution de ces travailleurs qui accomplissent des tâches que les ordinateurs ne peuvent pas effectuer. Il y a des boulots qui sont proposés à 1 centime, 3 centimes, 1 centime, 3 centimes. Mais franchement, qui peut accepter ça? Moi, je triche avec le système. Mais t'es obligé, sinon tu gagnes jamais assez de fric. Maintenant, je maîtrise l'art du sondage comme personne. Je suis un noir républicain. Je suis rare. Je suis pas n'importe qui. Comme les noirs républicains sont rares, mon opinion est précieuse. Du coup, on m'envoie plein de relances de sondages. On va en savoir plus, on va en savoir plus. Si je disais que j'étais un noir démocrate, ça marcherait pas. Ils en ont déjà plein. Like, can you do it today? What? Get me more. I already spent 20 today on lottery tickets. You spent 10. We need to go out and You eat. spent 10. 20 How you spend 20? when we went back. Can we? Later. Je surveille les tarifs de très près. Et j'ai remarqué qu'au bout de 6 mois, je perdais de l'argent. Au début, il m'arrivait de gagner 2000 $ en une semaine, alors qu'aujourd'hui c'est 1000 maximum. Ça fait une perte de 50%. Et ma voiture est en très mauvais état. Je sais qu'un jour, je vais tourner la clé et qu'elle ne démarrera plus.
La société Uber a réussi à externaliser le coût du travail vers les travailleurs eux-mêmes. Elle les oblige à être des entrepreneurs indépendants et elle prend une commission sur le prix des transactions effectuées via la plateforme. C'est ça leur modèle économique. Uber et Lyft emploient les gens les plus intelligents du monde. Des professeurs, des programmeurs, ce qui se fait de mieux. Mais les chauffeurs, ils n'en ont rien à faire. Pour ces entreprises, on n'a pas notre mot à dire. Avant, je gagnais $1,20 par kilomètre. Maintenant, c'est entre 37 et 40 centimes. C'est absurde. Dans mon pays, j'étais un militant. En venant ici, je savais que beaucoup de gens auraient besoin de moi. Quand on organise une action, il y en a qui refusent d'apparaître dans les médias, parce qu'ils ont peur. Ils pensent que si Uber la prend, ils vont se faire désactiver. Si un chauffeur a une note de 4,7 ou moins, son compte est désactivé. Désactiver, ça veut dire virer. Donc plus d'argent pour faire vivre sa famille. Comment on peut travailler avec tout ce stress? C'est pas bon. On est censé être indépendant, mais on n'a pas le droit de refuser un passager. Il y a certaines choses qu'on n'a pas le droit de faire. Soit on accepte, soit on se fait désactiver. Parmi ceux qu'on a interrogés, beaucoup nous ont parlé du fait qu'ils doivent être en veille permanente et consulter constamment les plateformes sur lesquelles ils sont inscrits. C'est le contraire de la flexibilité. Ils surveillent sans arrêt les demandes de tâches qui sont postées, sinon ils risquent de rater une opportunité. Et dans certains cas, ça peut être considéré comme une grève et retenu contre eux. It's 2:30 a.m. Yes, I get up pretty early when I do Mechanical Turk. I get up like I do right now. It's like 4 in the morning. Get up kind of random times. As much as I like to say this job is stress-free and like in the ways that I described, it is very stressful because sometimes you just push yourself because you know you'll only make that money if you do push yourself, and you can push yourself too hard. It's kind of grown into an addiction, if you will, of doing these Mechanical Turks, and it's like I feel like isolated if I don't do them. It's crazy. Some days I've gone 8 hours making $10. It's really hard work sometimes, because you can make that can happen. You know, you can be doing the best you can do. You can only make $10 in a day. If my wife's at work, I'm at home doing Mechanical Turk work until she gets home, and then after that I go out and do shift until midnight. So come back, start again at 7 in the morning. Intalk has been my major source of income, and I also have registered with Shopify, so I sell goods too on Shopify. It makes me antisocial because I hardly go out. You always have the intention that if you go out, you are going to miss a job. And for the requester I like that suddenly start posting jobs at night, I still have to wake up at night to work. So it's a bit of a challenge for me. La nuit, je laisse l'ordinateur allumé. Parfois, il y a un boulot qui arrive à 2 h du matin et ça me réveille. Je sais combien ça peut me rapporter. Alors je me lève aussitôt et je le fais. Mais une fois que j'ai terminé, j'ai du mal à me rendormir. Je dors quand même un petit peu, entre 5 et 7 ou 8 heures, puis je me remets au travail. Ça rend accro. Parfois, je gagne 15 ou 20 $ en une journée. Dans ce cas, je suis très content. Sinon, je m'arrange toujours pour gagner au moins 10 $.
Quand ça sonne comme ça veut dire que je dois faire le boulot dans les 5 minutes. Ce qu'il faut avant tout pour ce genre de travail, c'est savoir anticiper. Yeah. Helps that. Même pendant le boulot, je prends d'autres jobs. De 11h à 5h, je passe mon temps à consulter mon téléphone. Un nouveau job. Hop, je m'inscris. Là, je me suis inscrit pour 5 boulots. J'en ferai peut-être un ou deux, peut-être aucun. Ça dépend du nombre de gens qui se sont inscrits. C'est pas facile. Le nombre de restaurants qui nous prennent pour des cons aussi, qui nous font attendre 1 heure devant un restaurant. Nous, on n'est pas payé à attendre. Nous, on est payé à rouler. Un taxi, s'il attend, il fait facturer son attente. Nous, on est taxi pour de la bouffe, on n'est pas payé. C'est pas normal. Je suis moins accro qu'à une certaine époque. Avant, je me fixais des objectifs et j'essayais de les atteindre. Ça me dérangeait pas de veiller jusqu'à 3 heures du matin. Des fois, je restais devant M-Turk toute la journée. Il y en a qui font ça gratos, pour presque rien. Et je sais qu'il y en a qui passent chaque minute de leur journée sur le site pour gagner $20. Moi, en cas de besoin, je sais que je peux me mettre dessus et me faire un peu de fric. Sur des plateformes comme Mechanical Turk ou d'autres, les gens se sentent exploités et ils ont raison, je pense. Nous, comme on était fascinés par ce concept, on a décidé de bâtir notre propre système qui combine logiciel et intelligence artificielle. Ma fille s'est réveillée. C'est fou qu'elle se soit déjà réveillée. Je reviens. C'est joli, hein? Une belle journée. Tu veux marcher? Tu veux cueillir du raisin? Viens, on y va. Chez Lead Genius, on fournit des services de gestion de données à des équipes de vente et de marketing qui travaillent à grande échelle. Parmi nos clients, on a Google, Facebook, Amazon. Leurs équipes de vente et de marketing s'appuient énormément sur les données pour prendre leurs décisions et faire leur travail. Donc nous, on leur facilite la tâche en utilisant un mélange de technologie, d'intelligence artificielle et de calcul assisté par l'humain. Et maintenant, on va cueillir des oranges? Très tôt, il y a eu plusieurs systèmes qui se sont bâtis autour de cette même idée. Et parmi eux, Mechanical Turk. Mais nous, on n'aime pas du tout la façon dont ces systèmes traitent les êtres humains. Pour nous, le plus important, ce n'est pas de fournir un boulot de 2 heures par semaine à des millions de gens, mais d'avoir des gens motivés, qui ont envie de bosser 10 à 40 heures, que vous formez, pour lesquels vous vous assurez qu'ils disposent des bons outils. L'enjeu, c'est d'investir dans l'humain.
On a étudié le cas de Lead Genius pour montrer que même quand certaines sociétés font de leur mieux, s'il n'y a pas de réglementation ni de pacte social au niveau global, il y aura toujours un concurrent pour dire « Moi, les travailleurs, c'est le cadet de mes soucis ». On n'a aucun droit. Ces grosses entreprises essaient de se décharger de toute responsabilité envers leurs employés. Tout ce que je gagne en plus avec Uber et Lyft, c'est de l'hypertension et du diabète. Voilà ce qu'on veut dire à ces entreprises. On est votre capital. Si vous voulez gagner de l'argent, sachez que ça passera par nous. L'un de nos objectifs, c'est de nous faire entendre pour pouvoir changer les choses. Je n'ai jamais été militante. Je me suis toujours dit que je n'avais pas le temps pour ça, que ce n'était pas mon problème. Mais maintenant, ça l'est. J'essaie de garder ma famille en dehors de tout ça. Mais de fait, c'est du temps que je ne passe pas avec elle. En fait, je lui impose cette vie. Et je culpabilise parce que c'est moi qui ai provoqué tout ça. C'est moi qui ai quitté mon boulot. Sorry. Avant, je gagnais bien ma vie. On ne se posait pas la question de l'argent. On se faisait des petits plaisirs, on allait à la plage. Aujourd'hui, je ne peux même plus aller voir mes parents parce que je n'ai pas les moyens de me payer l'essence. Sorry. Sentier du Champ de Clair à Mulhouse, dans le quartier du Réberg, où les pentes sont plutôt raides. C'est là que Mourad, 24 ans, a fait une grave chute à vélo la semaine dernière, juste après une livraison de plats cuisinés pour le compte de Deliveroo. Il est aujourd'hui entre la vie et la mort. Un accident qui a fait réagir ses collègues. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Lars, s'il vous plaît? Oui. Mourad, hier, j'étais avec sa famille et il demandait s'il y avait une indemnité qui était encore prévue pour... Enfin, un maintien de salaire qui était prévu pour ce mois-ci ou pas. Pour l'instant, il est toujours en réanimation, mais il sera transféré dans un centre de... Oh, bah, il est stable physiquement, mais... Enfin, son pronostic vital n'est plus engagé, mais le reste, ça va très mal. Hein. Il n'y a rien, il n'y a aucune évolution physique hein, pour l'instant. Donc, non, il doit reconsulter un neurologue prochainement sur un scanner parce qu'il y a un espoir pour le bras gauche, mais les 3 autres membres sont complètement paralysés. Et il est sous assistance encore respiratoire, alimentaire et urinaire, quoi. Donc pour l'instant, il y a... Avec Mourad, c'est fusionnel. C'est plus que mon frère, c'est incroyable le lien qu'on a. Malheureusement, cet accident a fait que j'ai pas pu rouler pendant plusieurs jours. J'ai pas réussi à rouler parce que ça me faisait trop de...
d'émotion de repasser les mêmes chemins, de repasser les mêmes restaurants. Tout ça, c'était pas possible. Mourad, ça me donne encore plus de force pour me dire putain, on lâchera rien. Eux, ils pensent qu'ils commandent et on arrive à la maison. Mais comment on arrive à la maison? On grille des feux rouges, on se met en danger, on passe devant des camions, on passe devant des trams, on monte des montagnes. On n'arrive pas à la maison comme ça, on se téléporte pas, nous. On n'est pas des génies. Non, nous, on est des humains. Certes, il y a un algorithme qui nous gère, mais nous, on est des personnes physiques. Tous ces gens-là qui ont des accidents sont à chaque fois les choses qui vont faire en sorte qu'on avance. C'est malheureux qu'on en soit là, mais enfin, les gens disent qu'en fin de compte, les sociétés n'avancent que par des catastrophes, des cataclysmes qui font que les gens prennent conscience de quelque chose. L'algorithme était quelque chose de très très subordonnant parce qu'un chef dans ta boîte, tu le vois de temps en temps à la machine à café quand tu arrives le matin. Là, l'algorithme, il est à la seconde. À la seconde, il est tout le temps dans ta poche en fait. On n'a plus notre patron sur le dos, comme disent les gens, mais maintenant on l'a dans la poche en fait. Et c'est quelque chose de beaucoup plus précis qui a des données infinitésimales en fait. Sur la distance, sur la vitesse, sur la direction, ils savent tout en fait de nous. La vitesse à laquelle on accepte une commande définit la faim qu'on a, l'envie de travailler. Donc évidemment, les gens qui acceptent vite les commandes, toutes les commandes ne refusent pas, eux, ils ont faim. Donc, on va leur proposer des tarifs qui seront plus bas qu'à d'autres. Ceux qui vont choisir les commandes, qui vont prendre leur temps, eux, on les chouaille, on les cajole, donc on va leur donner des... Et plus ça va, comme plus les livreurs viennent du plus profond des couches sociales, on parle de migrants, on parle de mineurs, on parle de réfugiés, on parle de gens de cité qui n'ont plus accès au salariat. Ces gens-là ont besoin de travailler, quel que soit le prix. D'où je viens, je ne plairai pas. Moi, j'ai jamais baissé les bras. Je me rappelle quand j'étais dans le noir. Je suis plus le même face au miroir. Yo. Voilà, c'est ça. On chante sur la galère, sur les immigrants. On chante un peu de tout pour soulager les autres humains. Moi, j'ai les papiers algériens, j'ai pas les papiers français. Alors, c'est obligé de travailler ça. Uber Eats, on demande le Dieu de nous aider, s'il vous plaît. Sans papier, on travaille avec les comptes, travaille avec d'autres comptes, mais tranquillement. Il faut beaucoup de courage. Il faut avoir le cœur dur. Parce que souvent, il pleut. Il pleut fort. Souvent, il fait froid. Maintenant, il va faire froid, il y aura la neige, mais on est en bas, on travaille. Voilà, il y a tout ça dedans. Mais on fait avec. On fait de telle sorte que la nourriture arrive en paire, et puis bon. En fait, on crée la nourriture que notre vie nous-mêmes. Même si on tombe, on ne veut pas que la nourriture tombe. Souvent, on tombe. Mais on tombe, mais on ne fait pas attention à nous-mêmes, c'est le sac. Tu sais, il y a des clients qui arrivent chez lui. Il voit un peu que le café il est versé dans le papier. Il appelle Uber. Allô, ouais, ma nourriture est venue dans un sale état. Uber, il ne t'appelle pas, il bloque ton compte. Il désactive ton compte. Automatiquement, il ne te demande même pas. Comme si tu n'es pas un homme, comme si... C'est pas quoi. Là, ça nous pousse de 7 km. 5,80 €, 5,54 €. On se soucie des clients que nous-mêmes. Il faut qu'on demande, qu'on soit tous d'accord pour demander à toutes les plateformes qui bossent avec McDo, BK, donc Burger King pour Strasbourg, Quick, KFC, qui nous enlèvent ces putains de gobelets à la con, que nous, on ne peut pas livrer ça. Il faut sinon qu'on refuse toutes les commandes, enfin qu'on refuse toutes les boissons des commandes. C'est du foutage de gueule. Les comptes sont bloqués. On fait comment? Ça, je suis en train de négocier pour toi. Je suis en train de négocier pour ton cas. Je lui ai envoyé un message. Je vais à Strasbourg avec toi, ils vont te le débloquer tout de suite. Tu m'emmènes à Strasbourg. Je vais à Strasbourg. J'ai annulé 3 commandes en 3 mois, ils m'ont dit que c'est trop. Tu vas être débloqué tout de suite. Si, je te jure que j'ai parlé de toi. J'ai parlé de toi, regarde. C'est chiant quoi.
C'est tout à fait légal pour une entreprise de se débarrasser des employés les plus mal notés. Sauf qu'au départ, la plupart de ces systèmes de notation ont été mis en place pour fournir aux consommateurs un avis critique sur des produits, pas sur des services. On ne peut pas traiter de la même façon la prestation d'un travailleur et la qualité d'un café. Tout le pouvoir se retrouve d'un seul côté de la balance. Et quand il y a un glissement entre la notion de produit et le travail d'une personne, ça devient dangereux. La tyrannie du patron a été remplacée par la tyrannie de l'algorithme. Et ça, c'est bien pire. En tant qu'informaticien, je peux vous le dire, c'est bien pire. Internet est une machine à associer. Il nous associe à des inconnus dans le but d'optimiser notre expérience dans toutes sortes de domaines. On peut être associé à des produits dont on n'a jamais entendu parler sur Amazon, ou à des restaurants qu'on ne connaît pas sur Yelp, ou à des partenaires qu'on n'aurait jamais croisés sur les applis de rencontre. C'est une machine à associer. Et pour ce genre de machine, les notes sont très importantes parce qu'on a besoin de connaître la qualité des choses qui nous entourent. C'est bien pratique parfois. Si on visite une ville pour la première fois et qu'on a envie de manger un steak ou des pâtes, on veut savoir où se trouvent les meilleurs endroits. Alors, on va sur Yelp ou sur Google pour voir quel resto de steak ou de pâtes a une note de plus de 4,5 dans le quartier. Donc, du point de vue du consommateur, les notes sont extrêmement utiles pour évaluer la qualité. Sauf qu'aujourd'hui, elles ne servent plus seulement à guider les consommateurs. Elles évaluent les individus. Dès lors, on peut se demander ce que ça signifie d'être évalué. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est noté en tant que personne? Une note dont on ne peut pas se défaire. Parce qu'on n'est pas une entreprise qui peut fermer ses portes, ni un film qui se termine avec un générique de fin. On est cette personne toute notre vie. Qu'est-ce que ça fait d'être enfermé toute notre vie dans un système de notation? Well, rating works a very significant role in our daily working, either on the mTurk or on some other platform. Once if we get the good rating, we got better prospect for future work. I've done a pretty good job and have completed a bunch of hits and got a bunch of them approved, so I have a pretty good rating. I'm a master Turker. I used to drive for Uber, so I'm very familiar with it. Ratings are often subjective. They can be open to interpretation, and that can translate to a lower rating. Once a requester blocked me because I did few mistakes on some assignments. I feel like the people that run mTurk don't really stop requesters or stop the people that make jobs. They don't do a great job of stopping people from just giving people like random bad ratings. A couple of people get mass rejections and they're out for blood. Oh, I've seen it, so be careful. The moderation of the reviews is sometimes non-existent. People, those who are posting the job, they should understand the weightage of rating, because their rating impact our life a lot. I wouldn't take any one-off type comments to heart, because I don't think that should make or break a service or a person. Quand les plateformes se regroupent, par exemple quand Elance et Odesk fusionnent pour former Upwork, elles refondent leur système de notation et avec eux, la réputation de chacun. Tous les historiques professionnels sont purement et simplement effacés. Or, ces systèmes de réputation, comme on les appelle, c'est l'équivalent moderne du CV pour beaucoup de micro-travailleurs. Si on les traite par-dessus la jambe, on ne respecte pas ces travailleurs comme ils le méritent. Et bien souvent, on leur cause un grave préjudice.
Nous sommes nombreux à contribuer à ces systèmes de réputation. Pourtant, la plupart d'entre nous n'avons aucune idée de ce que c'est que d'être un bon patron. Peu de gens le savent, mais quand on râle et qu'on met 2 étoiles à quelqu'un, on réduit considérablement ses chances de décrocher un nouveau boulot derrière. Ah, 500 mètres, parfait. Go. Nous, on doit être poli, on doit être courtois. Si on leur dit pas bonjour, c'est un manque de respect. On est mal noté, on peut être viré pour ça. Notre partenariat peut être rompu pour ça. Tandis que eux, ils peuvent se permettre de nous manquer de respect et que notre avis, quand on signale le comportement d'un client mauvais, il est même pas interrompu de plateforme. Il est même pas suspendu. Tu vois, de se dire, genre, il a pas le droit de commander pendant 3 semaines ou 1 mois. Tout ça pour le fric. Faut arrêter. C'est du n'importe quoi. Ce qui est dingue, c'est que j'ai eu 875 rejets. Normalement, après ça, mon compte devrait plus valoir un clou. Mais comme j'ai eu aussi énormément de retours positifs, j'ai un taux de satisfaction à 99,5%. Donc ces 875 rejets, j'y pense même pas. Mais une personne normale, ça peut lui faire mal. Les gens normaux, au bout d'une dizaine de rejets, ils décrochent plus aucun boulot. Parce que pour un bon job, les demandeurs cherchent un taux d'au moins 99%. Et ça, moi je l'ai. Si vous vous réveillez le matin sur un matelas Casper, que vous faites un peu d'exercice sur votre vélo d'appartement Peloton, puis que vous prenez un Uber pour vous rendre à votre espace de travail WeWork, que le midi vous commandez votre déjeuner chez DoorDash, et que le soir vous rentrez chez vous en Uber ou en Lyft, ou peut-être en trottinette Lime, et que vous commandez votre dîner chez Postmates, vous aurez interagi avec 8 sociétés qui vont perdre entre 10 et 15 milliards de dollars cette année. C'est une des conséquences absolument effarantes du subventionnement quasi permanent de nos habitudes. On peut se demander combien de temps ça va tenir. Ce n'est pas dans l'intérêt à long terme du capitalisme de subventionner les habitudes des milléniaux citadins de la classe moyenne supérieure. J'appelle ça la prime à la génération Y. À chaque fois que vous utilisez DoorDash ou Uber, vous économisez un peu d'argent car ils ne vous font jamais payer ce que le service coûte réellement. Je trouve cela à la fois ironique et intéressant, mais je pense que ça ne pourra pas durer. I see Uber and Lyft, they put the driver the last thing they care about. I mean, when this started, I don't know if anyone here has been here for like a long time. When we were going to the Uber office, it was here in Mission, in Howard. They said, hi partner. Ça s'appelle « Désactiver les milliardaires d'Uber ». On a fait ça le 6 novembre, quand Uber a commencé à distribuer ses profits à des entreprises et des investisseurs. Ils sont censés ne pas avoir d'argent, mais ils en donnent quand même à leurs actionnaires. Uber et Lyft viennent d'entrer en bourse. Uber a touché 120 milliards de dollars à cette occasion. Tous les ans, ces 2 sociétés répètent qu'elles ne font pas de profit. Mais on n'est pas dupes. La société Uber prétend ne pas gagner d'argent, mais elle se développe dans une centaine de pays. Son introduction en bourse lui a rapporté 120 milliards de dollars. Elle investit des millions dans les voitures autonomes. Elle dépense des milliards pour améliorer ses hélicoptères. Et elle finance également tout un tas d'événements. Son PDG gagne environ 55 millions de dollars par an, mais il dit qu'il n'a pas d'argent. Effectivement, quand il déclare ses revenus, il peut dire « Oui, mais j'ai dépensé 5 milliards en voitures autonomes, 3 milliards pour faire ci ou ça. » Mais c'est de l'hypocrisie. Aujourd'hui, la société Uber a les locaux les plus chers de San Francisco, à côté du stade des Warriors. Ça coûte une fortune au mètre carré, et ils ont 2 grands bâtiments là-bas. En tout cas, moi, je veux bien être comme eux. Ne pas gagner d'argent et dépenser des millions. Je ne sais pas comment ils y arrivent, mais c'est une bonne formule.
Les gens qui ont un boulot pépère de 9h à 5h pensent qu'ils sont à l'abri. Mais en coulisses, il y a des sociétés qui essaient d'ubériser tous les emplois. C'est toujours la même question avec le capitalisme. À qui profite le crime? Si la valorisation de ces sociétés est aussi élevée, c'est en partie parce qu'il y a beaucoup d'argent injecté dans le secteur des technologies. Et grâce au capitaux risques, on peut créer un marché qui est rentable même quand l'entreprise ne l'est pas. D'ailleurs, ça ne concerne pas que les sociétés américaines comme Uber ou Airbnb. De nombreuses sociétés chinoises, celles qu'on appelle les licornes, qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars, ne gagnent pas d'argent non plus. Donc c'est un phénomène très répandu. Et ça montre qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche dans le capitalisme contemporain. Ces dernières années en Chine, disons depuis la fin de l'année 2017, il y a une sorte de prospérité du consumérisme qui se répand dans toutes les classes sociales. Et le système des vélos partagés en est l'exemple parfait. Un jour, j'ai découvert cet endroit secret à Shenzhen. Il est très difficile à trouver. Les grandes entreprises connaissent bien ces cimetières de vélos partagés, comme on les appelle, mais l'État n'a pas envie qu'on soit au courant. C'est pour ça qu'ils sont bien cachés. Dans les petits dépôts, il y a entre 40 et 50 000 vélos, et dans les grands, environ 200 000. Il existe plus de 70 marques de vélos partagés qui se sont fait concurrence pour dominer le marché. Certaines appartiennent à de toutes petites sociétés, mais le résultat, c'est que le marché a été inondé et s'est vite retrouvé saturé. La plateforme OFO, l'une des plus importantes, a clairement dit qu'il s'agissait d'une guerre et que chaque mois, il lui fallait conquérir de nouvelles villes. En tant que photographe, j'ai eu la chance de pouvoir observer un tel paysage et d'avoir pu l'immortaliser. Ce décor incroyable symbolise parfaitement les excès de la société de consommation. Tous ces pauvres vélos jetés sans pitié et abandonnés dans leur cimetière. Cette histoire de vélo est un très bon exemple. On a utilisé des algorithmes dans le but d'optimiser l'usage d'objets réels, que ce soit pour le transport, le travail ou la livraison de repas. Les entreprises qui ont du mal à s'en sortir sont celles qui sont restées embourbées dans ce monde physique. Le monde de l'étendue spatiale des corps matériels et le monde virtuel des logiciels sont très différents. Après avoir posté les photos et la vidéo sur Internet, j'ai eu plus de 300 millions de vues en 15 jours. Le capitalisme est une force qui pousse les sociétés vers le progrès. Mais il faut faire très attention à ne pas le laisser sans contrôle ni surveillance. Parce que si on lui lâche un peu trop la bride, il peut aussi s'emballer comme un cheval sauvage. Et certaines belles idées se transforment alors en véritable chaos. Lui, Mourad, il a eu l'accident le 8 août. Ça pousse, ensuite ça s'arrête, ensuite ça recommence. C'est ça. Genre, tu mets n'importe quel objet là, il dévale la colline sans
Mais ça, C'est un truc, hein. en vélo, ça déstabilise. Mais bien sûr que ça déstabilise. Ça Regarde les bosses qu'il y a. Tu vois comme la route elle est mauvaise ici. Mais il y a plein de trous. Regarde, l'éclairage, il n'y en a pas. Donc pour le soir, quand on doit livrer ici, c'est zéro. C'est là. En fait, c'est dans ce virage-là. C'est exactement là, en fait. C'est ici qu'il a eu l'accident. Donc si là, une voiture, regarde, si là, il vient de là, avec toute la vitesse qu'il a prise de là-haut, tout ce qui vient là, même s'il essaye de se rattraper là, il tombe direct. C'est le début de la fin, comme on peut dire. C'est là? Parce qu'ils doivent refaire le mur. Donc tu vois tout ce qui est cassé là? C'est là où je fonçais? Bah ouais. Tout ça, c'est lié à l'accident, en fait. En fait, il y a une voiture qui est passée par là et qui a trouvé le corps de Mourad là. Son vélo encastré, tout ça. Et... Ah, il était dans le mur, le vélo? Ouais, il était défoncé, le vélo, déjà. Il était par terre. Ils ont essayé de faire les premiers soins et ils ont appelé les secours directs. Et ils l'ont transféré directement à l'hôpital. Opération de plusieurs heures. Ah oui, d'accord. Et ensuite... Après ça, ils l'ont mis dans le coma. Après ça, ils l'ont mis dans le coma pendant 3 semaines. Ouais. Tu sais ce que je vais faire? Je vais demander à des livreaux qui viennent marcher ici. Enfin, qui viennent avec leur vélo, qui viennent pédaler avec nous ici. Si on perd notre boulot, on n'a pas de plan B. On peut se blesser à tout moment. Personne ne se dit « Tiens, aujourd'hui, je vais aller au travail et avoir un accident ». Personne. Mais les accidents, ça arrive. Et on doit être protégé. C'est pour ça qu'on a besoin d'une assurance. Et aussi que les employeurs nous accordent certains droits. C'est un combat collectif. Bonjour à tous. Nous voici devant la mairie de San Francisco. Nous sommes là pour revendiquer nos droits et faire passer la loi AB5. On a besoin de votre soutien. Oui. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire pression sur cette entreprise. C'est un combat légitime. On est tous dans le même bateau et on va se battre pour nos droits. On retourne au travail parce que ça va être l'heure de pointe. C'est entre 4h30 et 7h. Il faut bien qu'on gagne notre vie. Si on n'y arrive pas, on risque de finir comme ces messieurs là-bas. Quiconque connaît l'histoire américaine sait que les travailleurs américains se sont toujours battus pour leurs droits. Quand je vais parler aux chauffeurs, c'est quitte ou double. Soit ils sont contents de leur boulot, soit ils sont mécontents. Mais parfois, c'est un peu délicat de se faire une idée sans froisser la personne. Are you like okay with the way things are? I feel like maybe you are you? It's not good? It's not like before, you know. They're supposed to be charged more in pools, and they charge less. What? Are you ready to give it up yet? I'm trying. Yeah. Ils sont devenus incontournables dans notre paysage urbain. Arc-boutés sur leur vélo, leur sac à dos de livreurs comme des forçats de la nouvelle économie, livreurs de repas à domicile pour l'enseigne Deliveroo. Eh bien, ils ont décidé de manifester ce soir à Paris pour un rassemblement de protestation. Tous les bikers de France soient entendus et payés à juste valeur. Et qu'on ait toute la reconnaissance de notre travail en continu. C'est important. Bon les gars, coupez les téléphones par respect. Les gars, on met les téléphones sur silencieux déjà. Mais je suis aussi à l'employé chez Deliveroo.
Non, je suis aussi en partenariat avec des livreurs. Mais vous venez pas à Mulhouse pour nous rencontrer, donc je viens à vous justement pour ça. Eux, ils ont raidé aussi pour Mourad. Et le sujet numéro 1 de Mourad, c'est moi. C'est moi l'interlocuteur direct avec Deliveroo. Vous me donnez vos coordonnées. Et vous les avez pas? Vous ne voulez pas rencontrer la personne qui s'occupe de Mourad au quotidien de l'hôpital? Vous connaissez Mourad? On peut complètement la rencontrer. Vous connaissez Mourad? Complètement la rencontrer. Vous connaissez Mourad? Je connais Mourad. Madame est complètement libre de nous rencontrer. Les bikers, est-ce que vous voulez que Morgane rentre? Voilà. Sinon, ça s'arrête maintenant. Non, mais je suis là maintenant parce que je soutiens leur cause et qu'on est ensemble. Parce qu'elles sont avec nous, c'est légitime. Alors, c'est quoi? Est-ce qu'il y a un biker qui veut donner sa place à Morgane? Avec toute l'équipe. On avait des On a réussi à faire entendre qu'on veut se faire entendre. Il faudrait que eux nous appellent. Lyft drivers are calling this a 500-mile pilgrimage to the state capitol. It began in Los Angeles with 2 rallies earlier today. The rally in San Francisco just started. It's all in support of State Assembly Bill 5, which would reclassify these contract workers as employees. Right now, Uber and Lyft drivers are classified as independent contractors. If they were made employees, as AB 5 seeks to do, drivers would be given benefits and labor rights such as unemployment insurance, health care, overtime pay, among others, including a guaranteed minimum hourly wage. Over, now it's over! Over, now it's over! Over, now it's over! Yes for AB5! Yes for AB5! Say it again! The work in America belongs to the workers of America. And we will fight, and we will not stop until we make sure corporate America knows it. Because when AB5 passes, because it will, the work will have just begun for us. AB5! 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 Yes for AB5! Yes for AB5! Si les travailleurs ne se mobilisent pas maintenant ou dans la décennie qui vient, alors les 20 années suivantes seront une catastrophe pour eux. Le Moyen-Âge aura l'air d'un paradis, en comparaison. Ce sera terrible. Je vais te confier un secret. J'ai toujours cru que la langue serait un gros handicap pour moi. Parce que j'étais timide. Et parce que je pensais que les gens allaient se focaliser sur mon accent. Et aujourd'hui, tu vois, je me bats pour les droits des chauffeurs. Comme quoi, quand on fait quelque chose du fond du cœur et qu'on y croit, on finit par y arriver. C'est une des photos dont je suis le plus fier, dans le New York Times. Ces entreprises ont refusé de nous écouter tant que la loi AB5 n'était pas votée. Après ça, on a pu enfin leur parler. Donc on va continuer le combat. Je me battrai avec la même passion, mais avec plus de protection qu'avant et plus de confiance en moi. Quand les premiers ordinateurs sont sortis, mon père a dit « On va en acheter un ». Il n'est pas question que mon fils devienne éboueur. Il voulait pas que je fasse un travail manuel. Et quand j'y repense maintenant, je comprends pourquoi il disait ça. À l'école élémentaire, j'étais toujours inscrit au tableau d'honneur et dans les classes de surdoués. J'ai toujours su que j'étais plus intelligent que mes camarades. J'ai trouvé tous idiots. Mais quand je suis allé en prison, ça m'a ouvert les yeux sur le reste de la société. En fait, c'est tous les gens qui sont idiots. $32.95. There you go, sweetie. Sorry, honey. That was expensive today. You're worth it. Am I? You Yes, think? you are. You think?
Yes, ma'am. I do think so. I'm sure he does. I can always put this money back. That's right. I can't put time with Mom back. That's right. See? Voilà où part mon argent de M-Turk. Faudrait que tu gagnes 1000 balles par semaine à vie, maman. J'ai gagné $2. Ça la rend heureuse. Alors bon. Ça lui arrive souvent de gagner 50 balles. Mais elle les dépense tout de suite. Elle les rejoue tant qu'il lui en reste. Là, elle vient d'en gagner 5. Et elle va continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Ça m'énerve, parce qu'il y a plein d'autres trucs à acheter. Mais c'est moi qui dois tout payer. La bouffe, tout ça. Tu peux jeter celui-là. Je vais en chercher d'autres. Je me fais du souci pour elle. Et si jamais j'allais en tôle, ma mère serait... J'ai quand même quelques milliers de dollars. Mais elle dépenserait tout en un jour ou deux. Et elle se retrouverait complètement fauchée. Ça, c'est un truc qui me fait flipper. Je m'inquiète vachement pour elle. Si j'étais plus là pour m'occuper d'elle... Rien. Jette-le. $0 tous les jours. Bonjour. C'est la première fois que je sors de chez moi. Je suis confiné depuis une semaine. Il n'y a pas de boulot. Ça, c'est ma voiture. Et ça, c'est ma maison. Comme vous le voyez, il n'y a personne dehors. À cause du coronavirus, tout le monde reste chez soi. Moi, je suis sorti parce que je dois faire des courses, acheter à manger. Voilà San Francisco. C'est ma ville. Vous n'allez pas me croire, mais ça, c'est le Bay Bridge, l'un des ponts les plus empruntés au monde. Il n'y a personne. C'est vide. Demain, c'est le jour du décret sur le confinement. On verra comment ça se passe. On se débrouillera. Mais j'espère que ça ne va pas durer. Parce qu'on ne peut pas se permettre de rester à la maison. Beaucoup de choses ont changé depuis la dernière fois. J'ai perdu ma maman. Quoi que je fasse, je crois que je m'en voudrais toute ma vie. Mais quand Dieu décide que votre heure est venue, personne ne peut rien y faire.
Je me bats déjà contre Deliveroo, enfin contre les plateformes aussi en général. Mais Mourad, ça me donne encore plus de force pour me dire putain, on lâchera rien, tu vois, on lâchera rien. Pour que nous tous, pour Mourad et pour nous, pour moi, pour mes gamins, pour la génération future qui viendra, je veux que notre boulot soit vu, putain de merde. Faut que les gens ils savent ce qui se passe. Aujourd'hui, je suis obligé de me serrer la ceinture. Il n'y a plus d'argent. On n'a rien gagné depuis 3 semaines. Le PDG d'Uber a remercié publiquement le gouvernement pour son aide. Mais après ça, Uber m'a envoyé un mail pour me dire que je ne toucherai pas un centime. Vous devriez avoir honte. Ce n'est pas vous qui nous aidez, c'est le gouvernement. Vous devriez doubler la somme et la distribuer à vos travailleurs. Vous n'êtes pas du côté des chauffeurs. Vous ne l'avez jamais été. On se bat contre vous depuis 2015. Vous savez très bien ce qu'on endure. La prochaine étape, c'est de repenser complètement l'orientation que l'on souhaite donner au travail. Si celui-ci est uniquement basé sur des projets, décomposés en micro-tâches et accessibles en ligne de partout dans le monde entier, comment évaluer les contributions de chacun? Ce que je trouve fascinant, c'est qu'il ne s'agit plus d'évaluer un individu, mais la faculté d'un individu à se rendre disponible. Il faudrait garantir non seulement le fait qu'une personne soit présente tel jour, mais aussi le fait qu'elle revienne le lendemain. Donc en fait, ce qu'on devrait payer, c'est la disponibilité de cette multitude. Comment redéfinir notre contrat social dans un monde où la majorité d'entre nous sommes désormais au service les uns des autres? Qu'est-ce que ça signifie de s'évaluer les uns les autres dans ce nouveau contexte? Voilà les questions auxquelles il va falloir répondre. Bonjour à tous. Nous sommes devant la commission du travail. On est au pied de l'immeuble. Avec les autres chauffeurs, on est venu défendre nos droits. Parce qu'on n'a rien obtenu et que tout le monde s'en fiche. C'est pour ça qu'on est venu ici et qu'on continuera de venir. Regardez le monde qu'il y a. Ce sont les chauffeurs, c'est le peuple.